En quoi consiste votre métier de chercheur et comment est-ce que vous l'expliqueriez au grand public? Alors, je suis enseignant-chercheur, donc je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche. J'oriente ma recherche sur la toxicologie cellulaire et moléculaire. Et donc, quand on parle de toxicologie, on parle de molécules toxiques de l'environnement, qui peuvent être aussi bien des drogues que des polluants environnementaux. Et moi, j'essaie de comprendre quels mécanismes sont activés par ces polluants, ou plus généralement ce qu'on appelle des xénobiotiques, des molécules étrangères à l'organisme. Ok, est-ce que vous pourriez du coup nous dire ce que c'est plus précisément un xénobiotique? Oui, alors un xénobiotique, c'est xéno, ça veut dire étranger en grec, et biotique, ça veut dire qui agit sur le vivant. Donc c'est une molécule qui est étrangère à l'organisme, qu'on peut trouver dans l'alimentation, les contaminants, etc., les sources de contamination, et qui va avoir des effets sur l'organisme, bien sûr qui vont être fonction de la dose d'exposition, de la durée d'exposition, mais aussi de la personne qui va être exposée. On ne réagit pas tous de la même manière. Et donc ce qu'on fait dans l'équipe, c'est caractériser ces mécanismes d'action de polluants variés et de cocktails de polluants. Et donc actuellement vous travaillez sur quoi? Et est-ce que vous travaillez avec des chercheurs qui sont dans d'autres domaines par exemple? Alors, on a une activité très étalée en termes de recherche. Déjà, on travaille avec des modèles animaux, in vivo, des modèles cellulaires, in vitro, et puis des modèles in silico avec des ordinateurs pour faire de la prédiction. Donc on a ces trois types de modèles. Ensuite, sur les pathologies, on s'intéresse au cancer et à la phase de dissémination du cancer, qu'on appelle la métastase, qui partage un certain nombre de mécanismes communs avec certaines maladies chroniques du foie, comme par exemple la fibrose hépatique. Donc on travaille aussi là-dessus. Et puis on travaille sur le neurodéveloppement parce qu'il y a énormément de produits chimiques qui ont un effet neurodéveloppemental, de perturbation du développement neuronal. Et donc on utilise les trois types de modèles dont j'ai parlé pour, entre guillemets, travailler sur chacune de ces pathologies. Euh, Pardon. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre parcours universitaire et post-universitaire? Oui, alors moi j'ai commencé alors vraiment très très jeune. J'avais envie d'être magicien, puis après j'ai voulu devenir chimiste parce que la chimie m'a beaucoup plu dès que j'ai fait de la chimie en quatrième. Et ensuite, ce qui m'intéressait c'était quand même le vivant, donc je suis passé à la biochimie lorsque j'ai commencé mes études en prépa. Donc j'ai fait une prépa bio. Après, comme j'avais pas envie de choisir, j'étais indécis parce que j'aimais un peu tout, de la botanique jusqu'à la biologie et aux mécanismes d'action. J'ai choisi de faire un parcours universitaire au sein de l'école normale supérieure. Et de ce fait, je me suis de plus en plus intéressé à ces fameux mécanismes qui sont mis en jeu dans les cellules pour expliquer la manière dont, par exemple, l'insuline va exercer sa signalisation. Donc je me suis très rapidement aussi intéressé à l'endocrinologie parce qu'elle permettait d'associer à la fois la physiologie avec la biochimie et la biologie. Et avant de faire ce qu'on appellerait maintenant un master d'endocrinologie, à l'époque c'était un DEA, j'ai passé une agrégation de biochimie pour renforcer mes connaissances en biochimie et en biologie. Et quand j'ai commencé à faire de l'endocrinologie, c'est à ce moment-là que les thématiques de perturbations endocriniennes ont commencé de plus en plus à émerger en France. J'ai été pris un peu dans la vague et j'ai décidé de faire une thèse sur la perturbation endocrinienne. Donc les perturbateurs endocriniens sont des molécules toxiques. Et donc, du coup, je me suis spécialisé en toxicologie sur ce versant vraiment très spécialisé de la toxicologie. J'ai travaillé avec des modèles cellulaires. Je suis parti aux États-Unis pour faire un postdoc pour travailler sur la même pathologie sur laquelle je travaillais, le cancer du sein, mais sur des modèles in vivo. Et je suis revenu ensuite en France en rapportant avec moi dans ma valise cette connaissance des modèles in vivo. Du coup, j'avais une double connaissance vitro-vivo sur le cancer du sein, une bonne connaissance de l'endocrinologie, de la signalisation, de la toxicologie moléculaire et cellulaire, pas de l'écotoxicologie par exemple. Et là, j'ai pu obtenir un poste de maître de conférence à l'époque dans ce domaine de la toxicologie moléculaire. Et puis petit à petit, j'ai un peu gravi les échelons, je suis passé prof et je suis passé directeur d'équipe INSERM sur le domaine. Et voilà, c'est un domaine qui est en pleine expansion actuellement, malheureusement quelque part. Donc on a beaucoup de travail. Et si vous aviez à votre disposition tous les moyens possibles et imaginables, est-ce que vous continuerez de travailler sur ce quoi vous travaillez actuellement?
Ah oui, parce que je pense qu'en fait, il y a les caractéristiques de l'action des toxiques, elles demeurent encore mal connues. On est sur le marché, on a à peu près 100 000 produits chimiques qui sont utilisés et on ne connaît la toxicité que de 500 de ces produits. Donc il y a énormément de travail à faire, si j'avais une quantité d'argent illimitée, dans le domaine de la toxicologie prédictive et du développement des modèles expérimentaux avec de nouveaux modèles cellulaires jusqu'à in silico dans le domaine de la prédiction en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a énormément de travail à faire, notamment sur le développement de modèles. Et si je devais axer, et c'est ce qu'on essaie de faire, mais à une petite échelle, parce qu'on n'a pas une somme infinie d'argent, si je devais axer plus encore mes recherches à l'heure actuelle, ce serait sur ce versant de la toxicologie prédictive, tant expérimentale que computationnelle, avec des ordinateurs. Merci. On va peut-être passer à des questions sur le thème du One Health. Est-ce que vous pourriez définir le One Health très succinctement en 3 mots? Alors, c'est la santé planétaire. Et quand est-ce que vous avez entendu parler de ce concept pour la première fois? Il y a 5-6 ans, j'ai entendu parler du concept de One Health, qui me semble être un concept tout à fait intéressant. Mais malgré tout, dans les médias, ça fait très longtemps que ce concept il existe dans la tête des gens. On parle souvent du déclin des populations des abeilles, et on dit que le déclin des populations des abeilles, s'il n'y a plus de pollinisation des fleurs, donc plus de production de fruits, en tout cas à hauteur de ce qu'on a actuellement, on aura un déclin des populations humaines. Et quelque part, on associe dans une chaîne causale, de causalité séquentielle, l'utilisation par exemple de pesticides qui réduit la biodiversité du fait de sa non-spécificité, de leur non-spécificité, à la baisse des populations d'abeilles, puis ensuite potentiellement à des atteintes en termes de nutrition correcte pour la population humaine. Donc c'est un concept au final qui est prégnant depuis très longtemps, mais qu'on peut du coup assimiler à tout un tas d'autres strates que la seule problématique des pollinisateurs. Et donc aujourd'hui, par rapport aux premières années où on commençait à en parler, c'est quoi la place du One Health dans le monde? Alors, pour l'Europe, il y a clairement une prise en compte de ce concept de plus en plus important. Faire en sorte que tous les produits chimiques qui soient mis sur le marché soient des produits qui soient sains vis-à-vis des êtres humains, hommes ou femmes ou autres, mais aussi vis-à-vis de toutes les espèces vivantes, de sorte à, entre guillemets, respecter une forme d'équilibre des écosystèmes qui garantirait une forme d'équilibre en termes de santé pour les êtres humains. Donc l'Europe prend ce concept de plus en plus en considération, les pays démocratiques en tout cas le font. Je pense que même des pays qui ne sont pas démocratiques ont le concept en tête, mais par contre je serais assez mal placé pour pouvoir dire si ce concept il est vraiment très mis en avant dans les politiques de ces pays, sincèrement, ou plus pragmatiquement, d'un point de vue un petit peu de type greenwashing. Ok. Et dans le One Health, c'est quoi l'importance de l'interdisciplinarité? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de pesticides, je vous ai parlé de déclin des populations d'abeilles, je vous ai parlé de potentiellement déclin en termes nutritionnels des populations humaines. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans la toxicologie, on a tout un tas de champs disciplinaires qui peuvent s'appliquer à cet exemple. Premièrement, mesurer les expositions des pesticides, à la fois dans l'environnement, mais aussi au sein des êtres qui sont exposés à ces pesticides. Faire ensuite de l'écotoxicologie en mesurant par exemple les populations d'abeilles. Regarder comment les pesticides conduisent à un déclin des populations d'abeilles, donc caractériser les mécanismes vivaux puis potentiellement vitraux qui permettent d'expliquer pourquoi il y a une baisse des populations. Et ensuite des extrapolations vers la santé humaine. Et donc, à tous les niveaux, en plus de ça, on peut imaginer de développer des modèles, c'est-à-dire d'imaginer, par exemple informatiquement, s'il y a une diminution des populations d'abeilles, qu'est-ce que ça va entraîner, peut-être quelques années après, en termes de déclin, sur la population humaine. Donc vous avez à la fois de la biochimie, de la biologie, les mécanismes d'action, de la physiologie, les mécanismes d'action, de l'écotoxicologie, les mesures de population, des modèles computationnels, de l'écotoxicologie. Donc de manière générale, c'est une science qui doit absolument être interdisciplinaire. Quand on nous demande des expertises, par exemple à l'INSERM, sur les pesticides, on a, sur la dernière expertise en 2021, 4 expertises qui étaient dans l'expertise, de la sociologie,
de l'expologie, la science des expositions, de l'épidémiologie et de la toxicologie. On ne peut pas raisonner sans être interdisciplinaire dans cette discipline, parce que dès qu'on attaque un échelon bien particulier d'une chaîne séquentielle d'événements, eh bien, ça peut se répercuter à d'autres échelons. Et moi, je ne serais pas capable, par exemple, de faire des études épidémiologiques. Donc, j'ai besoin des épidémiologistes pour aller explorer une question que je me pose sur les populations humaines, ce que je ne fais pas, moi, au laboratoire, par exemple. Et vous avez été responsable de l'organisation des grands débats à l'Université de Paris-Cité, Oui. dont le thème de la première saison l'année dernière était le monde d'après. Est-ce que vous pensez que dans ce monde d'après, la ségrégation des santé animale, végétale, de l'environnement continuera à exister, ou que le concept du One Health prendra de l'ampleur, peut-être jusqu'à remplacer la vision anthropocentrée de la santé? Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, l'environnement se manifeste et fait en sorte qu'on est obligé de changer nos habitudes. On l'a vu au moment de la crise sanitaire, et il y aura d'autres crises sanitaires. On le voit actuellement avec les pénuries de carburant. Typiquement, on se rend compte qu'on a des dépendances très fortes, et ce manque d'autonomie qu'on a tant à l'échelle individuelle qu'à l'échelle des populations fait que quand il y a des carences brutales qui surviennent, le monde est obligé de s'adapter. Alors parfois brutalement, parce que le Covid a été brutal pour certaines populations, parfois moins, parce que certaines populations pouvaient le gérer plus facilement que nous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les années à venir, on le dit et on ne le voit pas encore apparaître, forcément il y aura une réduction, par exemple, de la consommation de viande. Parce que ça a un impact en termes de production, par exemple, de CO2, de méthane, mais surtout parce qu'à un moment ou à un autre, cette production de viande, forcément, elle va voir son prix augmenter, du fait, par exemple, des sécheresses qu'on a pu nous constater cet été. Donc il y a tout un tas d'événements, du fait des changements que nous provoquons, êtres humains, qui vont se répercuter dans le futur et conduire à des adaptations de la population, à certains changements qui vont être, pour certains brutaux, et d'autres qui vont se faire un peu plus dans le temps. Le souci que moi je remarque, c'est souvent qu'on a un manque d'anticipation sur la plupart des événements auxquels on est confronté. Pourtant, ce sont des événements qui, pour certains, sont prédits par les scientifiques depuis longtemps, le réchauffement climatique, les vagues de sécheresse, on va dire le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, parce qu'on peut s'attendre aussi à avoir des hivers très froids dans certains cas. Et donc, par rapport à tout ça, je pense que forcément, contraint ou non, on va être obligé de changer nos habitudes. Vous travaillez beaucoup sur les exposomes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, c'est assez simple. L'exposome, c'est l'ensemble des expositions auxquelles est confronté un individu de sa conception jusqu'à sa mort. Donc, de sa conception en tant qu'embryon, puis fœtus, jeune enfant, adolescent, adulte et personne âgée. Et évidemment, mesurer l'ensemble de ces expositions tout au long de cette vie n'est pas réaliste d'un point de vue purement expérimental. C'est pour ça que aussi la science prédictive, la toxicologie prédictive, sera très très importante pour essayer de prédire, en fonction des exposomes qu'on aura eu en tant qu'embryon, fœtus et jeune enfant, à quel type de pathologie on pourrait être confronté entre l'âge adulte et par exemple un âge plus avancé. Donc l'exposome, en tous les cas, c'est la mesure des expositions. Et moi, ce sur quoi je travaille, c'est plutôt de l'exposomique. C'est essayer de comprendre comment cet exposome se manifeste d'un point de vue des mécanismes d'action, au niveau cellulaire, au niveau de la physiologie d'un organisme. Et est-ce que l'exposomique, ça pourrait aider, par exemple, à anticiper l'émergence de maladies ou l'importance qu'elles vont avoir? Oui, alors l'idée, c'est exactement ça. C'est que se dire, typiquement, il y a un concept en toxicologie prédictive qui se développe, qui s'appelle le concept d'AOP. Ça veut dire Adverse Outcome Pathway. En fait, ce qu'il faut voir dans ce concept, c'est qu'on a un mécanisme moléculaire initiateur qui est lié à des événements clés 1, événement clé 2, événement clé 3, jusqu'à ce qu'on appelle un adverse outcome, donc un événement de santé. Exemple, insulinorésistance et diabète de type 2, par exemple. Donc, on essaye de plus en plus en toxicologie prédictive de construire ces cheminements, parce que pathway, ça veut dire chemin en anglais, et donc on peut parler de cheminement, parce qu'il y a plein d'événements qui se succèdent les uns aux autres, conduisant à l'événement de santé. Et en fait, l'idée de l'AOP, c'est une fois qu'on l'a construit et bien solidifié, c'est de dire
tout type de molécule qui va être mise sur le marché, qui activerait le mécanisme initiateur, pourra être suspecté à l'avance de conduire à terme, et parfois c'est très longtemps après. Maladies neurodégénératives, cancer, c'est des maladies du long terme du vieillissement, à la pathologie. Et du coup, de mettre, entre guillemets, un warning sur la molécule, un feu rouge en disant cette molécule, vaut mieux pas la mettre sur le marché tant qu'on n'est pas absolument sûr de son innocuité. Donc, typiquement, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais l'exposomique qui permet de renforcer ces AOP, elle permettra à terme de prédire computationnellement, avec des modèles in silico, eh bien, que certaines molécules pourraient être toxiques et conduire, s'il y a une exposition, par exemple pendant l'enfance, pendant la période embryonnaire, à une pathologie à l'âge de 60 ans de la personne. Et donc méthodologiquement, comment est-ce que vous traitez les données sur l'exposomique Alors, typiquement, on collabore avec des gens qui vont aller prélever des urines et puis faire des mesures, par exemple, de pesticides dans les urines. Et ils vont nous dire, voilà, sur cette population, il y a une représentation très forte d'un pyrétrinoïde, d'un néonicotinoïde. Nous, on va récolter ces données et, par exemple, on va dire, il serait intéressant d'étudier l'effet du mélange, alors peut-être pas de ce qu'il y a dans l'urine, mais de ce qui est, là aussi il faut modéliser, de ce qui est dans le corps et qui du coup se retrouve dans l'urine. Et donc d'essayer de modéliser ce mélange, de le prédire, et de tester ce mélange par exemple sur des modèles cellulaires un peu avancés pour voir comment ces modèles cellulaires réagissent à ça. Les pyrétrinoïdes dont je parlais sont des pesticides, on sait qu'ils ont des actions neurotoxiques. Donc ça pourrait être intéressant par exemple de collaborer avec des gens qui travaillent dans le domaine de la neurologie et qui développent des mini-brains, des petits cerveaux, pour pouvoir tester sur ces petits cerveaux les molécules en question sous la forme de ce cocktail qu'on aura caractérisé par justement la caractérisation de l'exposome de la personne. Après, ça ne veut pas dire que cette personne, lorsqu'elle est exposée au tenté à ce mélange-là, n'a pas été exposée il y a un an à un autre type de mélange qui pourrait être d'action différentielle. Et donc là, il y a quand même une difficulté temporelle énorme et un enjeu majeur de santé publique à prédire correctement l'exposome, ce qui n'est pas encore le cas sur toute la vie d'un individu, donc encore moins sur une population.